ce n'était pas notre sujet. À l'époque ancienne, en fait, et dans la biologie, qui est une science quand même extraordinaire, qui est une philosophie de vie intimement liée, une sorte d'explication du vivant depuis Aristote. La vie était un sujet philosophique à proprement parler, donc biologie, en tant qu'une science régionale développée de manière expérimentale et aussi théorique, et ça fait partie d'une grande classification triptyque des sciences, je dirais. C'est Michel Foucault qui classifiait les sciences développantes comme ça d'une manière triptyque. Ces sciences se basaient sur trois choses essentielles pour la vie humaine. Tout d'abord, la vie, question de la vie en tant que telle, et nous ne vivons pas simplement comme les animaux, mais nous devons gagner notre vie, entre guillemets, gagner la vie. La vie est quelque chose à la fois donné, c'est gratuit, on n'a pas choisi d'entrer dans la vie, mais la vie, pour rester dans la vie, pour persévérer dans la vie, l'homme doit gagner sa vie. D'une manière économique. Donc, deuxième axe s'appelle travail. L'homme est un animal qui travaille. L'homme est un animal qui doit. L'un des premiers devoirs, on n'a pas de choix. Si on n'est pas maître et si on n'est pas des esclaves, n'est-ce pas? Donc, la société inégalité parmi les hommes, l'ordre de répression, l'ordre d'esclavage, donc c'est basé non pas sur la vie en tant que telle, mais sur la vie qui devrait gagner sa vie. Une vie, à part cette lexique très neutre concernant le travail, on peut dire labor, travail, Arbeit en allemand, je dirais besoin, nécessité philosophique, prendre ses racines peut-être de là. Et il y a un mot besoin et il y a un autre mot qui s'écrit différemment, besoin. Est-ce que vous avez déjà entendu besoin? Non? C'est une tâche difficile à faire, difficile à accomplir. Pour certains d'entre nous, la vie n'est pas facile. Certains gens sont pauvres, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de patrie parfois. Ils sont besogneux. Il était faible, il était handicapé. La vie n'a pas distribué tous les dons d'une manière égale. Il y a du côté de la vie aussi, dans la gratuité de la donation primaire qui est la vie aussi, il y a inégalité. Mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Maintenant, avec les technologies, avec le développement de médecins, il y a plusieurs suppléments. On peut opérer les gens qui ont une difformité par naissance et on peut améliorer leurs conditions de vie. On peut les conforter, mais ce n'était pas toujours le cas. Par exemple, avant la loi de Solon, je suppose, le père de famille, donc la famille, le concept de famille était déjà institué. Si on parle d'un père, c'est qu'il y a une famille. Normalement, il n'y a pas de père. Il n'y a qu'une seule. Il n'y a que la mère dans la nature. Il n'y a pas de père dans la nature. Le père, c'est dans un système de signes institué, c'est-à-dire civilisation. Dans l'état de civilisé, on peut parler du père. Du père, quelque chose
complètement énigmatique au niveau ontologique, la mer est complètement simple et naturelle au niveau ontologique. Donc l'ontologie, c'est la femme. L'homme, c'est autre chose. C'est mon déduction bizarre, mais c'est vrai. Dans le sens où, quand on utilise le mot ontologie, ontos au sens de nature. Mais on n'est pas obligé. Heidegger fait une distinction entre deux concepts, ontique et ontologique. Voilà, condition de femme ontique peut-être, mais peut-être ce qui est ontologique, c'est l'homme. Et la femme naturelle, dans cette analyse-là, il n'y a pas de femme naturelle. Peut-être il n'y a pas d'homme naturel, il n'y a pas de femme naturelle, il n'y a pas de division de sexe naturelle. Et division de sexe, c'est-à-dire identité sexuelle, c'est quelque chose déjà culturel. On peut m'objecter en disant que mais chez les animaux, il n'y a pas de civilisation, mais il y a une différence sexuelle, monsieur. Oui. Il faut quand même penser ça aussi, et il y a des gens qui trouvent des réponses. Alors, ontologique et ontique, c'est autre chose. Ontique, c'est de l'ordre naturel. Ontologique, c'est condition ontologique quand il s'agit de l'humanité. Toute l'existence dans toute son envergure. C'est pas seulement sa qualité d'être vivant. Non, l'homme ne peut pas être expliqué seulement en tant qu'un vivant. On dit animal qui travaille, mais c'est-à-dire on ajoute tout de suite quelque chose à cette animalité naturelle. Travail. Ça différencie complètement avec les animaux. Travail. Alors, nous sommes maintenant dans la deuxième catégorie, travail. On peut diversifier l'analyse au choix en regardant si est-ce que la femme qui travaille ou c'est l'homme qui travaille, dans quelle époque, dans quelle société. La femme, comment elle travaille, l'homme, comment elle travaille. C'est très significatif. Là, on est dans l'analyse des civilisations au niveau juridique, dans le partage des régions de travail. Non, enfin, vous connaissez, enfin, les gardiens de la ville, c'est-à-dire les soldats et tout, ce sont des hommes, chez les Grecs au moins. Alors, pour rester chez Foucault, et dans la classification des sciences, c'est-à-dire des approches, des études, qu'est-ce qu'on étudie? Troisièmement, qu'est-ce qu'il y a quand il s'agit des sciences humaines, dont le titre n'existe pas encore? C'est très récent, sciences humaines. Le mot sciences humaines, peut-être dans les années 50, après les années 60, qui est devenu un titre acceptable. Auparavant, il y avait une démarche en ce qui concerne sociologie, par exemple. On disait sociologie, mais psychologie, ça existait depuis l'Antiquité, mais pour une branche de la philosophie, c'est autre chose. Psychologie, le nom existait. Sociologie s'est fondée après. Ça n'existait pas dans l'Antiquité. C'est Durkheim qui a fait un effort, et puis son neveu, Marcel Mauss, à la fois anthropologue et à la fois sociologue, plutôt anthropologue, il a fait des découvertes extraordinaires pour moi, et pour Lévi-Strauss aussi, c'est son maître. Maître de Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, c'est Marcel Mauss. Marcel Mauss, qui a écrit un livre qui s'appelle Essai sur la donne, qui est belle, et Claude Lévi-Strauss, tous les trois sont français, hein? Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss. Donc, sociologie est fondée en France. C'est vrai que c'est une science assez avancée au sens philosophique du terme, en France. En Allemagne, plutôt, il y avait une autre norme, il y avait une autre approche. Je crois que ça s'appelait Staatswissenschaft, les sciences de l'État. Ça n'a rien à voir avec la sociologie de l'école française. Staat, l'État qui était en question, c'était l'État qui avait besoin des informations pour bien diriger, pour bien contrôler la population, la démographie, l'habitation,
dépenses, offres, travail, longévité de la vie. Donc, c'est les statistiques et le contrôle des données empiriques pour l'État, pour les demandes de l'État, pour le contrôle de l'État. C'était l'Allemagne. Maintenant, c'est États-Unis, Russie, Turquie, toute la bureaucratie, toute la mentalité de l'État est devenue prussien. L'État prussien, c'est l'État le plus bureaucratique du monde. À l'époque de Hegel, Hegel a contribué à sa fortification, mais l'État prussien est fini comme concept dans l'État nazi. Donc, Staatswissenschaft, c'est la face obscure, honteuse de la sociologie utilisée par l'État. Parfois, l'État a besoin d'informations. L'État, c'est qui? Nous, c'est-à-dire que nous payons des impôts et pour que, au nom de nous, des représentants du peuple contrôlent comment on dépense ces argents, ces revenus. Si je ne travaille pas, il n'y a pas d'État. Mais si je ne travaille pas, l'État ou la société m'exclut. Si nous, tous, ne travaillons pas, il n'y a pas d'État, il n'y aura plus d'État. Mais il y aura occupation d'un autre État, etc. Voilà. Donc, travail. Produire quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Transformer, être dans l'état de transformation, sans choix, sans liberté de la nature. Donc, déjà, la tâche dure du travail pour gagner sa vie, c'est une malédiction. Technique, ce qu'on appelle être condamné à la technicité. Comme on ne peut pas faire la guerre avec la nature, on fait ruse. On ruse avec la nature. Ruser avec quelqu'un, kurnazlık yoluyla kendinden daha güçlü birisini kandırmak. On ruse la nature. L'essence même de la technicité, au sens humain, il n'y a pas... Chez les animaux, on peut parler de technicité, effectivement, mais c'est très délicat comme sujet. Eux aussi, les animaux aussi, ils rusent. Mais pas autant que l'homme. Mais je suis sûr, ce n'est pas une théorie très répandue, mais moi, je peux vous donner donner des preuves. Chez les Ottomans, qui étaient quand même assez lentes dans le développement de l'industrie moderne et tout, il n'y avait pas le mot technique. En turc moderne non plus, il n'y a pas un nom turc pour dire technique. C'est tout le monde entier qui utilise un mot grec pour dire technologie. C'est 2 fois grec. Alors, les Ottomans avaient un mot qui s'appelle hile. Hile, c'est un peu russe, traduction de la russe. Et peut-être que c'est en pluriel, c'était hiel. İhsan Oktay Anar de l'Université de Ege a écrit un roman qui s'appelle Kitabül Hiyel. Donc, Hiyel, apparemment, racine, étymologie du mot Hiyel a quelque chose à voir en arabe avec Hayal. Donc, l'homme fantasme, avec ses fantasmes et ses caprices, non pas. Ici, on n'est pas seulement dans le registre de besoin, c'est-à-dire nécessité sans choix de travail comme condition ontologique. Il ne s'agit pas de la fantaisie quand même. C'est gagner la vie, c'est pas fantaisie. Si vous ne travaillez pas dans les sex shops, ou télégueule, quelque chose comme ça. Voilà, il y a toutes sortes de branches de travail avec la société civilisée. Bahriye Üçok,
connaissez? Qu'elle est assassinée quand même, une grande intellectuelle, une femme professeure, elle est assassinée par les islamistes turcs. Il y a plusieurs intellectuels assassinés par les islamistes terroristes. C'est difficile dans cette société de faire la science. Même dans ce cours-là, je ne peux pas répéter son observation historique. Et elle était spécialiste, je crois, de Hittite. Donc, elle a écrit des livres comme ça sur l'histoire en général de la femme, dans la société, dans le commencement de l'islam, etc. Donc, elle a fait une comparaison avec les ethos d'une communauté pré-musulmane et après-musulmane. Elle a fait une comparaison et elle a dit, enfin, que d'après mes observations, c'est elle qui parle, c'était les femmes voilées dans les sociétés pré-musulmanes. Il y avait encore des femmes voilées, mais elles ne se voilaient pas au nom de Dieu à cause d'une ordre divin qui est écrit selon l'interprétation. C'est écrit en Coran. En Coran, c'est dit que vous, les femmes, vous devrez cacher votre partie où vous mettez votre trésor, c'est-à-dire tout ornement de l'or, des bijoux. Il peut y avoir métaphore dans le Coran, mais on ne peut pas savoir lequel métaphore, est-ce que c'est à la lettre, il faut comprendre ou non. Et votre trésor, peut-être, si je n'ai pas de bijoux, si je ne suis pas riche en tant que femme, alors mon trésor, c'est quoi? Ma jeunesse, ma beauté, n'est-ce pas? Mes seins, quand même, très jolis. Et je cache mes seins, selon l'ordre de Coran, etc. Moi, je peux interpréter comme ça. La pudeur, ce qui fait l'homme, pudeur. Non pas abrahamique, c'est-à-dire c'est pas monothéiste seulement pudeur. Chez l'homme, c'est une condition ontologique de se cacher, même si on n'arrive pas à se vêtir. C'est quand même quelque chose qui nous différencie de l'animal aussi. Nous avons pudeur. Voilà, une question d'interprétation herméneutique encore en ce qui concerne de quoi avons honte ou bien de quoi devrions-nous correctement pudeur. Expliquons-nous, essayons de nous donner la réponse sur le contenu et l'essence de pudenta. Le mot pudeur vient du latin pudenta. Et apparemment, dans le dictionnaire écrit, les zones érogènes. Et ça signifie son dénotation. Dans les dictionnaires et dans le langage, on peut faire distinction pour chaque usage d'un mot, deux choses, dénotation et connotation. C'est linguistique moderne qui nous donne, mais c'est bien connu, dénotation sens propre, connotation sens associatif. Donc, quand on dit trésor, cachez votre trésor, je peux comprendre que je cache mes bijoux dans la boîte, au fond de la maison. Ou bien, quand je porte, je cache quand même encore. Je ne montre pas ma supériorité de classe. C'est honteux de utiliser comme moyen de séduction quelques perles, quelques morceaux de pierre taillés. Quand même. Une pierre, ça ne fait pas de distinction quand même entre les hommes, etc. Ou bien au sens de provocation peut-être érotique, comme il y a des lumières qui se reflètent et tout. Tout est significatif. Tous les primitifs aiment bien les chapeaux, quelque chose qu'on met sur les têtes qui brille,
qui renvoie les rayons du soleil aux bêtes féroces pour se protéger et pour envoûter aussi. Les chamans mettaient des choses comme ça, parures, ce qu'on appelle parures. Bon, Pudenta, parures, cachets, ornements, il y a tant de choses à analyser, mais Barye Uchok, en racontant ça, elle est assassinée. Parce qu'elle disait tout simplement. Donc, on n'a pas pris toutes ces analyses. Elle ne peut pas écrire comme, peut-être elle n'aime pas parler comme moi. J'explique, donc on perd le fil de discussion. Elle a dit peut-être tout simplement que, j'ai observé que les femmes qui mettaient des voiles, elles étaient, avant l'islam, elles étaient des prostituées. C'était une classe de femmes qui était réservé à la prostitution. Effectivement, on comprend, on ne devient pas par plaisir prostitution. C'est une sorte de caste apparemment, de mauvaise naissance. Si ta mère était une travailleuse comme ça, et la fille devient automatiquement, c'est le système indo-européen. Là, il n'y a pas des passages transversaux entre les classes. Tu ne peux pas devenir, tout en étant d'une classe de forgeron, tu ne peux pas devenir le lendemain chaman ou bien classe religieuse, imam. Non, işçisin sen, işçi kal. Sen forgeronsun, forgeron kalacaksın. Voilà, c'est la modernité qui nous donnait. C'était une société séculaire quand même. Ce n'est pas Dieu qui désigne, ni l'anthropologie qui décide sur notre destin. En tant qu'homme libre, l'homme n'était pas toujours libre. On ne sait pas encore, philosophiquement, on ne sait pas si on est libre, même Kant ne sait pas, parce qu'il ne s'agit pas d'un savoir. On fait challenge, on fait un défi au nom de l'humanité, pour que les générations futures soient libres. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas si je suis libre. Je me regarde, je ne suis pas libre, non. Mais je devrais faire un effort comme si j'étais libre. Je devrais faire cet effort, montrer, mettre en preuve, manifester ma liberté de quand même choisir. Je ne suis pas libre parce que je suis vieux, je ne peux pas monter à la montagne de Ararat tout seul. Mais je peux faire quand même autrement preuve de ma liberté. Voilà, j'utilise donc les substituts. Comme je ne vais pas faire, mais comme je dois montrer que je peux même faire beaucoup mieux que monter tout seul sur le mont d'Ararat, il faut que j'invente quelque chose plus haut, etc. Voilà, nous arrivons maintenant à la troisième instance qui est l'Inde. Moi, je peux monter sur le monde même plus haut que sur le monde d'Ararat en parlant. c'est mon métier. Ce qu'on appelle hyperbole, etc., parabole, hyperbole. Voilà ce qu'on appelle des substituts. C'est encore de l'ordre technique, la langue, mais quand même, c'est plus compliqué de travail. Ce n'est pas un besoin, je ne suis pas obligé de parler. Et pour se communiquer, bon, je peux dire que... je peux utiliser la langue des gestes, des gestures, des postures. Je peux faire grimace pour se dire non. Je peux sortir pour faire des sons pour empêcher que tu m'agresses. Je peux montrer mes dents comme les chiens. Ce sont des langages de gestes qu'on utilise assez souvent dans les rues d'Istanbul, dans la circulation. Ça m'est arrivé une fois, c'était un cinéma, quoi. C'est pas longtemps, c'est dans 7 mois-ci, hein, peut-être. C'est juste en passant dans le feu,
comme je suis vieux, je marche lentement, et juste au milieu, la lumière est changée, je passais dans le vert, c'était devenu rouge, et comme il y avait plein de voitures qui attendaient qu'il soit vert pour eux, et j'étais dans le moitié, je ne pouvais pas courir comme je suis vieux, alors ils étaient très fâchés parce que je traversais la rue et j'ai grillé le feu, ce qu'on appelle en français griller le feu. Mais il y a un autre précepte dans la circulation, dans le code de circulation, si par hasard ça peut arriver, comme ça m'est arrivé à moi, et au milieu de la rue, pendant mon chemin, si la lumière change, ça va changer un moment quand même. Ça change dans un très mauvais endroit, à Cadiqueuil, et à 6h30. C'est très dangereux. Donc, ce destin, hasard, j'ai failli non pas être écrasé, mais agressé par geste, non pas par... c'était pas une attaque, c'est une sorte de préconiser une attaque, dessiner une attaque par geste. Donc, moi, j'ai traversé quand même, bien que je suis vieux, j'étais bien sauvé, j'étais sur le trottoir. Eh bien, comme le feu était vert pour les voitures aussi sont passées, mais il y avait quelqu'un qui est très énervé à moi. Donc, il pourrait continuer avec sa voiture, et il n'était pas chauffeur, donc chauffeur continuait. Mais l'autre, à côté du chauffeur, à droite, qui était énervé à moi. Donc, tandis que la voiture continue à rouler, la porte à droite est ouverte, et un pied est sorti. Quelqu'un vient pour m'agresser, mais la voiture allait, quoi. Voilà, c'est un acte manqué, ce qu'on appelle un acte manqué. Bon, on vit dans une société comme ça. On ne pardonne jamais une petite erreur. On ne s'excuse jamais. Alors, il y a plusieurs moyens d'agresser et complètement... comment dirais-je, changer une bonne début du soir à une sombre nuit. Donc, on répète, la vie nue, travail besogneux. Langage, qu'est-ce que c'est? Libre. Qui a inventé le langage? Qui a inventé la rhétorique? Au lieu que nous nous satisfaisons avec les gestes. S'il s'agit de communiquer, voilà, ce monsieur qui est assis à droite, il a bien communiqué tout son haine, toute son colère, donc il a bien communiqué sans parler. Hein. Il n'a pas parlé, on ne se parle pas, nous. Donc, langue, qui a inventé ça? Pourquoi on a inventé ça? S'il s'agit d'un maître, il peut m'enchaîner, il me faire travailler comme bête, et puis le soir, il peut me laisser libre, comme les chiens. À quoi sert la langue? Anthropologiquement. Rousseau disait que la première langue, c'était cri du forêt. Pourquoi forêt? Pourquoi on ne crie pas ailleurs? Pourquoi forêt? Quand Rousseau dit quelque chose, ça devrait être riche de sens. Est-ce que vous étiez déjà dans une forêt? Ce n'est pas à Bolu Dağları que je parle, une véritable forêt. C'est rare de trouver une véritable forêt. Il n'y a pas de forêt. En Europe, il n'y a
et toutes les forêts sont artificielles. C'est pour utiliser du bois et tout. Il n'y a pas de forêt véritable. Même en Afrique, c'est difficile à cause de colonisation, exploitation. Même en Amérique du Sud, en Brésil, il y avait une forêt des Amazones, mais c'est presque fini. Mais quand même, on peut, Hayal et Derek, on peut imaginer quand même véritable forêt. Là, il y a cri. Il y a des oiseaux d'abord qui crient dans la forêt. Et c'est très aigu. Il y a communication. Tout d'abord, quand on dit forêt, on dit noir. L'absence de lumière. Véritable forêt, pas ensoleillé. C'est noir. Et le fond de forêt, ce sont des marécages batacliques. Noirs, gazeux. Donc, seulement sous les cimes des arbres, il y a des oiseaux et des chimpanzés et tout. On vit dans les étages hautes, dans la forêt. On ne fait pas des allers-retours en marchant. On ne marche pas dans la forêt. Voilà, ontologiquement, scientifiquement, vous devrez raisonner comme ça. Et pourquoi crier? Crier parce que tout le monde doit crier. C'est le seul moyen de communication dans la forêt. Et est-ce qu'il y a des gens de mer Noire, Rize, Athènes, Hoppa? Vous devrez crier dans vos villages, d'une maison à une autre, parce que vous vous installez très loin. Tüfek var ya evde. Hein? Evde tüfek var. Hayvan gelirse diye yani. Donc, j'ai entendu une recherche très sérieuse que en mer Noire, dans certains villages encore, il y avait une langue inventée par les humains, c'était la langue des oiseaux. Donc, d'un village à un autre, comme il n'y a pas de portable, il n'y a pas de téléphone, et on ne peut pas marcher toute la journée, comme la géographie est très hostile au marché, ou bien il y a des téléphériques, ou bien, comme il ne peut pas crier « Ah, chez Fatma, c'est un peu moche quand même, toute la journée ». Il faut faire ça de manière harmonieuse avec la nature, donc inventer un langage d'oiseaux, c'est très poétique. Probablement, c'est un sifflement mélodique, mais codé quand même, comme il s'agit d'une langue humaine, ce n'est pas un chant d'oiseau. C'était plus ou moins codé et compréhensible. Donc, il ne criait pas. Crie autre chose. Donc, selon on cherche l'origine des langues chez l'homme. Et Rousseau dit que c'était cri, c'était pas chant, c'est pas imitation des oiseaux, non, c'est après, c'est venu après. Cri, c'est sans articulation. Cri, quand on crie, il n'y a que deux affects, ou bien peur aiguë, ou bien joie aiguë. Comme les jeunes filles, vraiment 16 ans, 15 ans, 13 ans, elles aiment bien comme ça montrer leur joie ou peur tout le temps. Ils font des voix très aiguës. Je m'habite juste en face d'un lycée, alors j'entends toute la journée de ces voix aiguës qui ne veulent rien dire. Je crois que dans le lycée, on assassine quand même une jeune fille tous les 5 minutes. Mais non, pas du tout. Les garçons aussi. Sauf que les garçons n'arrivent pas à faire de voix très aiguë, donc ça s'étouffe. Mais les filles, ça fait vraiment bizarre. Alors, cri, c'est sans articulation, c'est-à-dire articulation, c'est une propre du langage aussi, au niveau de physicalité du langage. Articuler tout d'abord les consonnes et les voyelles. Dans les cris, il n'y a que voyelles
Il y a A, O, E, I, ou et rien d'autre. I. Et articulation veut dire, avec les autres consonnes, pardon, oui, consonnes, sessiz harflerle sesli harfleri artiküle etmek, eklemlemek. Donc, le sens se fait avec cette articulation de voyelles et de consonnes. C'est une anecdote, une note en bas de page, par exemple, dans l'écriture d'abord hébraïque du Bible, il n'y a pas de voyelle. Et dans la langue de Coran aussi, à ma connaissance, dans son transcription originale, dans les premiers textes, qui n'existent, à mon avis, plus. Il y a plusieurs copies du Coran, mais parce qu'il n'y avait pas de voyelle. Il n'y a toujours pas, mais il y a plein de signes qui fait que on lit, on rend sonore ces consonnes d'une manière déterminée, pour ne pas dire correcte. On ne sait pas, je ne sais pas. C'est pas moi, je n'ai pas fait. Je n'ai pas entendu la voix originale du Coran. C'est pas moi qui ai transcrit dans l'absence de voyelles. C'est pas moi qui ai inventé et codifié un système de notation. Et c'est très... vous connaissez peut-être mieux que moi. Il y a 5-6 des trucs qui fait qu'on prononce cette consonne d'une manière précise, codée. Et personne ne puisse changer cette sonorité. Et ainsi, toute équivocité, toute métaphoricité, s'il y en a, toute connotation disparaissent de champ d'interprétation. C'était Ebou Bekir, à ma connaissance, peut-être quelqu'un d'autre, qui a dit que non, ça suffit. Chacun chante autrement le même verset. Ce qui est vrai, c'est ça. Donc, on codifie ça, et les autres, on brûle, on reste ça. Voilà, quand on cherche, on peut trouver, moi je n'ai pas cherché, mais on parle d'une certaine version très primitive sur le pot d'une voix, le premier verset écrit, transcrit du Coran en Inde. Donc, ce n'est pas dans un pays musulman, c'est les Indiens, mais qui ou dans quelle ville, je ne sais pas. Dans l'Inde, on dit qu'il y a une version authentique. Je ne connais pas. Voilà, c'est une note en bas de page quand même très chargée de sens. Pour vous dire qu'il y a tellement de conflits en ce qui concerne bonne prononciation, bonne compréhension, bonne décodification, bonne communication, bon déchiffrement. Voilà, il y a quelque chose qui commence à contrôler ce qui se passe au niveau du langage, dans l'articulation, et on ne reste pas, bien sûr, dans le simple cri. Peut-être il y a une troisième possibilité, on peut trouver plusieurs quand on cherche, dans le langage sans ordre articulation, s'il y en a, s'il s'agit d'un cri. J'avais dit qu'il y a peur aiguë et un joie aiguë. Troisième, j'ai maintenant trouvé soupir. Bir of çeksem karşı dağlar. Voilà, of aussi, c'est pas articulé. Moi, j'ai envie de maintenant dire off. Parce que tout est contrôlé dans ma bouche. Tout contrôle, toute puissance, tout pouvoir, toute discipline,
Tout contrôle passe par ma bouche, par ma bouche. C'est pour ça que Michel Foucault renversait la proposition essentielle de Descartes, qui disait cogito ergo sum. C'est quelque chose qui tombe tout le temps. Ergo cogito, il renversait, il disait que c'est notre humanité, en fait, en tant qu'humain, etc. Je ne répète pas Descartes, mais ce n'était pas une simple pensée de Descartes, c'était vraiment preuve de l'unicité et à la fois dans son liaison avec divine pensée. Cogito, c'était quelque chose de très rempli. Et en critiquant ce cartésianisme, Michel Foucault, il a dit que non, il n'y a pas de cogito, ce n'est pas essentiel, je pense. Et ce qui est important, essentiel, c'est je parle. Alors, est-ce que je parle? Est-ce que c'est moi qui parle? Et puis, il avançait dans cette direction interrogative, Michel Foucault, et il disait que finalement, quand je dis quand je remplace je pense avec je parle, je garde quand même je. Mais c'est ça qui est encore problématique. Problématique. Et est-ce que nous sommes bien sûrs, est-ce sûr que nous avons un je? Disons que nous parlons. Est-ce bien sûr que c'est je qui parle? C'est-à-dire ce que j'ai dit, ça appartient vraiment à moi? Tant qu'il y a tant de contrôle dans ma bouche, dans l'articulation, dans mon système d'articulation, donc dans mon système de pensée, à plus forte raison. C'est ça encore plus difficile, manière de penser, manière de s'exprimer. Ce sont des questions difficiles. Alors que Descartes dit quelque chose de très simple. Il ne parle pas de penser ceci de manière cela. Non, non. Un je pense ne pense rien. Ce n'est pas une pensée à quelque chose dont Descartes parle. Je pense cette table, non. Même si je pense rien, aucun de ces objets, il y a un je pense. Même quand je dors, il y a un je pense. Mais comment? Il faut bien lire Descartes. Alors, quand je dors, je ne pense pas, monsieur. Vous pouvez dire. Et Descartes dit que non, ça ne s'arrête pas. Eh bien, quand je rêve, oui, il dit oui. Mais quand je rêve des choses qui n'existent pas. Non, je ne parle pas de contenu de tes rêves, quand même. Je n'ai pas dit si tu penses une vase, si tu penses une peinture. Tout en pensant quelque chose, il y a une réalité plus essentielle que personne n'intéresse, ça regarde à personne, quoi. Que cette réalité très simple qui ne sert à rien, au fond, rien. Et il y a une pensée. Je pense. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur? Non, je n'ai pas dit ça, enfin, je ne pense à rien. Je pense. Est-ce que vous rigolez, enfin, vous foutez de ma gueule ou quoi? Oui, ça commence comme ça, c'est comme une pièce de théâtre, Descartes. C'est baroque. Et puis, c'est comique de lire discours sur la méthode. Donc, Foucault a un sens de comique, donc, comme moi. Il connaît la comédie française. Et ça serait bien de faire une recherche comme ça. Et statut de Corneille, Molière et de Descartes. Et Descartes n'est pas tout seul, il y a Pascal, son contemporain, et essayer de trouver ses rapports avec le drame baroque, parce que Corneille, Molière, c'est quand même l'époque baroque, et dans les autres pays, en Espagne, il y a un Calderon qui écrit des drames baroques, et en Angleterre, c'est Shakespeare, toute école, on dit victorienne,
Non, avant Victoria. Personne ne lit. Quand on dit cartésianisme, quand vous prenez un taxi à Paris, quand on vous demande, chauffeur de taxi, il ne parle plus, mais je peux être terroriste, il ne faut pas parler avec les terroristes étrangers. Et quand on me demandait qu'est-ce que vous faites, alors je étudie la philosophie. Ah, vous êtes cartésien, moi aussi je suis cartésien. Enfin, il y avait un truc comme ça en France. Tout le monde a l'air de comprendre cartésien. Oui, les Français, ils sont très cartésiens. Enfin, comme ils savaient de quoi parler. Il est comique, Descartes est comique baroque. Il est ridicule comme Molière. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense rien, il pense. Je pense. Cogito, c'est ça. Et donc, et je suis. Qu'est-ce que vous dites? C'est drôle. Vous voyez, enfin, ça ne sert à rien. Je pense que ça ne sert à rien. Je pense que ça ne sert à rien non plus. C'est dans ce sens-là que je suis cartésien. Complètement. Improductif. Ça ne sert à rien. Improductif. Je ne produis rien. Je ne suis pas dans le besoin. La vie, travail besogneux, langage. Bien que tout contrôlé dans le langage, dans l'articulation et tout, oui, j'ai bien appris, on me fait apprendre, dire correctement les datations en latin, les horaires digitales. C'était difficile de changer d'une culture à une autre, c'était très codifié et tout. Mais maintenant, j'ai bien appris. Là, toute tâche difficile, besoin d'apprendre grammaire, et maintenant c'est fini. Qu'est-ce que je fais? Je parle. Ah bon? De quoi parlez-vous en général dans vos cours? Bon, je parle de rien. Qu'est-ce que ça veut dire rien? Vous comprenez un peu? Nous sommes dans un endroit, il n'y a que trois chez Foucault. La vie, travail, langage. Toutes les sciences, tous les contrôles, toute activité praxis humaine, ça se tourne autour de ces trois instances. Toutes les sciences qui existent. En résumé, ça part de là, ça revient sur ça. Ça revient aussi, hein. Biologie, chirurgie esthétique, ça revient sur la vie en passant par le travail et par le langage de luxe, etc. Magazine, discours. Tout ça tourne autour de cette triptyque démoniaque. Démoniaque, ou je ne sais pas. Il y a des choses démoniaques, mais il y a des choses bien aussi, parce que dans le langage, dans mon description d'aujourd'hui, dans le langage, bien qu'il y ait beaucoup de contrôle et tout, mais quand même, je parle, c'est je travaille, oui, mais mon corps travaille, je suis fatigué, c'est mon corps qui travaille, moi je suis fatigué, je ne travaille pas, hein. Je ne travaille pas, je peux parler, je peux penser, bien sûr, avec mes paroles, et là, je travaille, et mon corps repose. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même aujourd'hui, dans mon bureau, j'ai fait un grand bilan de l'année, j'ai changé la place de livre très lourde et tout. J'étais bien fatigué, j'ai bien mangé. Là, je me repose ici avec vous, je me repose. Cette année, je me suis bien reposé avec vous. Seul moment dans la journée où je m'assois longuement, c'est avec vous, en parlant. Voilà. C'est-à-dire que mon corps devient fatigué, mais plutôt une partie, c'est-à-dire essoufflement, mon souffle un peu devient fatigué. Mais parler, c'est une activité le plus libre qui soit dans l'existence humaine, et bien qu'il y ait beaucoup d'interdits, contrôles, même règles de grammaire, mais on approprie à un moment donné
qu'on a appris toute la notation musicale, méthode musicale et tout, là, on commence à composer. Là, toute passivité pénible de statut d'être apprenti, Chirac, Renan Kishi, étudiant, élève, à un moment donné, ça vient d'une certaine liberté, une certaine maîtrise de soi et une salut au sens de libération. On se libère. On écrit, oui, dans le chant aussi, il y a des choses qui ressemblent au cri, mais le cri, ça se libère aussi. On ne crie plus dans la forêt. Ma mère me disait assez souvent, bon, ne parle pas des choses politiques, va dans une puits, puis tu trouves un puits, tu cries là, c'est fini. Bon. Voilà, peut-être que c'est connu, les autres mères aussi, elles disent des choses pareilles. Donc on ne crie plus dans la forêt, mais on chante, on gémit dans les chansons, et on dit, c'est de l'art. Ça fait de l'opéra, ça fait de l'aria, ça fait incantation, on appelle Dieu, on fait des demandes, on fait des offrandes, on fait la séduction, etc. Il y a plein d'actes de la parole, il y a plein d'actes qui se passent dans la parole et à l'intérieur de la parole. Et même silence est significatif. Donc, c'est un domaine proprement humain, on peut dire. Et la vie, c'est commun avec les animaux et les végétaux. Travail, bon, c'est très peu d'animaux qui travaillent. Les fourmis, oui, peut-être. Les castors, susamurları, porsuk, ils font tout le temps des barrages, mais bon. Et les oiseaux, ils chantent. On ne sait pas s'ils ont une langue codée, s'ils apprennent à chanter. Ils chantent spontanément. Donc, ce n'est pas codé peut-être. Si c'était codé, c'est comme chez l'homme. Et avoir une peur aiguë, c'est codé quand même. Tu ne peux pas chanter, j'ai peur. Ça, c'est ridicule. Tu vas jouer correctement. Ou bien joie aiguë, ou bien soupir, gémissement. Off, puff. C'est ça. Il y a très peu codé. Cri chez l'humain, peut-être que chez les animaux qui sifflent et qui chantent comme les oiseaux, bien sûr, ce n'est pas tout à fait insignificatif, ça devrait avoir avec quelque chose, avec leur temps de copulation, séduction, ils ont besoin de montrer par leurs gestes et leurs cris, leur domination, et il s'agit d'une communauté et une communication. Ça, il faut accepter que d'une manière rudimentaire, les animaux aussi se parlent, mais pas comme nous. Comme nous. J'espère qu'ils ne parleront pas comme nous, ce serait terrible. Un jour, si mon chat commençait à parler, ce serait horreur. Si un jour le bœuf, si un jour le poulet, qu'on mange de manière industrielle, qu'on élève comme des fous et qu'on les décime, on coupe massivement, j'espère qu'ils n'apprendront jamais parler. Non, je disais que, comme nous, mais qui parle? Moi, je parle. Et j'existe dans ma parole uniquement. En tant que corporité, je suis chétif, malade, vieux. Je ne peux pas monter tout seul sur le mont d'Ararat. Mais en parlant, je peux monter encore plus qu'Ararat. Ça, je le répète. Alors, je dépasse, mais dans un effort laborieux, assidu,
délicat dans la parole, c'est-à-dire dans l'art de la parole, non pas dans la communication quotidienne. Parce que les gens, normalement, ils ont l'air de parler, mais parfois ils ne préfèrent pas parler, ils font des gestes méchants, mais dans la majorité des cas, ils pourraient parfaitement se taire et faire des gestes simples pour dire « Tu vois ça, toi ?» La porte. Va-t'en. Et voilà, on peut parler d'une manière très... On parle des choses très simples au fond, mais on parle trop, à mon avis. Et je constate tous les jours, on parle avec le téléphone portable, et on est obligé d'écouter la communication des autres, mais pour une chose très simple, et elle énumère toute sa famille, toute la même de famille. Mais quel est le problème? On ne comprend pas, ça se résout jamais. Il n'y a pas de problème parce qu'il a contour gratuit. C'est tout. Parce qu'il ou elle a sorti de boulot toute la journée. Il y avait une pression sur elle, donc elle n'a pas pu parler. Et dans le moyen de transport, elle parle toute cette famille, tous ces membres de famille, pour me harceler. Harcèlement, c'est pas seulement sexuel, harcèlement sexuel, harcèlement donc discursif aussi, ça existe. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Harcèlement. Donc, il n'est pas vrai que l'être humain, quand il parle, il se libère. Encore, il gémit, et il fait des moments de joie aiguë, tristesse aiguë, il ne sait pas quoi dire, il cherche, il répète. Mais c'est sûr que je pense pas. Je entre guillemets, délise. Je en recherche. C'est sûr, presque d'une évidence très exacte que c'est pas je qui parle. Quand quelqu'un parle, c'est on parle. C'est en somme ce que Michel Foucault a dit contre cogito cartésien. Donc il a renversé je pense en un je pense, et puis une deuxième fois il a renversé je pense en un on parle. Pardon, je parle, renversé devient on parle. On ici qui? Personne. No, anybody, nobody, en allemand, niemand, c'est personne. C'est-à-dire quelque chose impersonnifié. Quand on parle, vraiment, c'est pas nous que nous nous exprimons. Ou bien, c'est moi qui parle, ou bien une bête qui souffre en souffrance, une bête en souffrance, une bête blessée, qui gémit à travers les paroles de quelqu'un qui a l'air de parler. Ce quelqu'un ne raconte pas quelque chose, mais dans cet quelqu'un, dans cet animal quand même, il y a une bête qui est blessée et il est en train de gémir. C'est-à-dire, inlemek gémir. Inlemek.
Voilà, on peut multiplier comme ça les exemples. Ce n'est qu'une simple interprétation d'un cas, mais c'est pas l'homme quand parle ne devient pas tout à fait l'homme. Et ce que je veux dire, en somme, l'homme, la plupart du temps, quand il parle, reste un animal. Il ne faut pas se tromper. Il a l'air d'articuler une parole plus ou moins intelligible, mais non, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un homme qui pense et qui s'exprime. Non, c'est une bête.